Pourtant c'est fou ce que je n'ai appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Bonsoir. De quelle couleur étaient ses yeux. Oh là là, quel accueil, merci. Je vais vous dire, c'est impressionnant parce que moi qui fais de la télé tous les jours, on a 1 million de téléspectateurs avec Marina, mais je ne les vois pas. Je ne vous vois pas. Je ne savais pas que vous existiez, en fait. Ben voilà, c'est pour que je puisse enfin mettre un visage sur un nombre de téléspectateurs. Et vraiment, je vous remercie. Franchement, on pensait qu'il y aurait du monde. Mais là, il y a 200 personnes dehors. 200 personnes dehors, donc je suis allé les voir pour leur demander pardon et on ne pensait pas. La prochaine fois, on prend, je disais au professeur Benchima, on prendra le Stade du Ray la prochaine fois. Mais écoutez, en tout cas, ça prouve une chose, c'est que votre cerveau vous intéresse. Voilà, et que vous êtes venu avec, et ça, je vous remercie. Alors, on organise ces conférences. On a commencé à Bordeaux au mois de juin. On a fait Levallois-Perret la semaine dernière. Toujours beaucoup de succès. Et vous savez que je tiens beaucoup à ce que l'information santé soit accessible au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on fait l'émission Le Magazine de la Santé Allo Docteur avec Marina et qu'on est content de pouvoir faire passer un certain nombre de messages et que pour nous, l'information santé doit absolument être gratuite et accessible. Et c'est pour ça que ce soir, nous vous invitons ici, parce que malheureusement, vous le savez, vous l'entendez, vous l'avez vu un peu dans les médias, il y a de plus en plus de Français qui renoncent à des soins pour des raisons financières et que ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre. Alors, ce qu'on peut apporter peut-être comme aide, comme pierre à cet édifice, c'est d'organiser ce genre de conférences, vous permettre de mieux comprendre un certain nombre de choses. Ce soir, ce sera le cerveau et puis d'avoir accès à des spécialistes qui ne sont pas forcément accessibles pour tout un chacun. C'est pour ça qu'on organise ces conférences. On le fait grâce à la ville de Nice qui nous reçoit aujourd'hui et que je remercie. Je vais d'ailleurs demander au professeur Benchimol de bien vouloir monter, me rejoindre ici, s'il est adjoint au maire en charge de la santé. Enfin, c'est une partie de ces activités. Et je vais demander aussi à notre partenaire, la Mutuelle Générale, représentée par Stéphane Lecoq, directeur des assurances et des partenariats, de bien vouloir nous rejoindre, parce que si on peut vous inviter ce soir, c'est aussi grâce à la Mutuelle Générale. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous donner un micro, un petit mot d'accueil, Monsieur Benchimol, d'abord pour vous remercier, parce que la ville de Nice, je le sais, je me balade dans Nice depuis hier, j'ai des nausées à force de me voir sur les tramways et des trucs comme ça, je deviens complètement fou. Merci en tout cas pour cet accueil. Non, c'est évidemment à nous de vous remercier. On est très heureux et au nom de Christian Estrosi, le député maire, et partageant ces petits mots, ces quelques mots avec Pascal Ferralis, qui s'occupe en particulier de la dépendance au sein de la ville de Nice. Vraiment merci Michel Simès d'avoir choisi Nice pour organiser ce Club Santé Débat. Pour l'organiser à Nice, merci, et puis pour l'organiser sur ce thème, le vieillissement du cerveau. Aujourd'hui, vous savez, c'est la journée mondiale Alzheimer, et depuis ce matin d'ailleurs, nous avons un certain nombre d'activités ensemble. Et je dois dire que clôturer cette journée ici au Palais de la Méditerranée avec autant de monde, eh bien, c'est l'apothéose. Donc merci infiniment au nom du maire, au nom des Niçois, d'avoir choisi Nice et sur ce thème. Alors ce thème qui nous est particulièrement cher pour plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment la population, 100 000 seniors de plus de 60 ans qui vivent à Nice. Et donc si on a une forte natalité, on a aussi beaucoup de seniors. Et donc c'est vraiment un problème pour nous de santé publique que de s'occuper de ces seniors. Et puis aussi l'excellence de nos équipes sur ce terroir. Sachez que vous avez des équipes cliniques au CHU de Nice, et vous allez les entendre dans un moment, qui sont parmi les meilleures de France, et des équipes de recherche fondamentale tout près à Sophia Antipolis, qui sont aussi leaders dans le monde sur certains domaines de la recherche dans la maladie d'Alzheimer. Donc des compétences qui existent, une population qui est en demande, et des élus au plus haut niveau, en particulier le maire de Nice, Christian Estrosi, et le président du conseil général, Éric Ciotti, qui œuvrent en faveur des seniors en général
et en faveur de la maladie d'Alzheimer, avec toutes les actions que vous découvrez en permanence. Mais beaucoup de moyens sont mis pour prévenir, pour dépister, pour soigner, accompagner et équiper nos hôpitaux, nos établissements de soins avec les appareils les plus innovants pour votre bien-être, pour votre santé et pour nous aider à bien vieillir et à bien vivre dans ce magnifique territoire. Alors merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux, mais compte tenu de la personnalité de Michel Simès, on n'était absolument pas inquiets. Et merci encore à Michel Simès d'organiser ce débat. Et puis je vais laisser maintenant la parole à Mutuelle. Et puis ensuite au débat plus scientifique. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonsoir à tous. Vous êtes très impressionnants vu d'ici. Hein. Et ça me rend d'autant plus fier, moi qui représente la Mutuelle Générale ce soir, d'être le partenaire du Club Santé Débat. Michel a tout dit tout à l'heure. L'information santé, elle doit être accessible et gratuite pour tous. Nous, à la Mutuelle Générale, on essaie d'œuvrer en ce sens. Voilà. Ce soir et les autres soirs du Club Santé Débat, c'est l'occasion pour Michel, et on l'aide dans ça, on en est fiers encore une fois, de vous donner de l'information, de répondre à vos questions sur des sujets qui vous touchent. Voilà. Si ce soir, vos questions trouvent une réponse, on aura bien travaillé. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors Jules Renard disait qu'un cerveau bien soigné ne se fatiguait jamais. Alors on aimerait que ce soit vrai. Malheureusement, on verra ce soir que Jules Renard n'était pas prix Nobel de médecine. J'aimerais quand même que vous partiez ce soir de cette salle avec une conviction, une seule. C'est celle que le vieillissement de notre cerveau, s'il est inéluctable, comme le reste de l'organisme, peut quand même être contrôlé, peut parfois être maîtrisé, et qu'avec quelques règles très simples, et vous le verrez, on peut travailler sa mémoire, on peut augmenter ses réflexes et faire en sorte que nos neurones ne nous lâchent pas, même si, on en parlera également bien sûr, comme tous nos organes, ils peuvent être victimes, et le cerveau peut être victime de pathologies, de maladies. Vous allez voir quelques chiffres pour commencer, juste pour vous donner une petite notion de ce qu'est notre cerveau. C'est toujours très impressionnant. Alors, il pèse 1400 à 1500 grammes, même chez les blondes. Et là, et voilà. Ça marche à tous les coups. Il y a les brunes qui se marrent, les blondes qui disent il est gentil. Ce sera la première et la dernière fois que je parlerai du cerveau des blondes dans cette soirée. Je vous le dis. Plus important, il consomme 20% de notre énergie alors qu'il ne représente que 2% du poids du corps. Et c'est très important, ça va vous faire comprendre un certain nombre de choses tout à l'heure. Alors, 10 à 100 milliards de neurones, on va être optimiste, on va dire 100 milliards de neurones. Hein, voilà, c'est quand même pas mal. Et vous voyez que chaque seconde chez le fœtus, il y a 250 000 neurones qui se forment. C'est pour ça qu'on dit que les gamins sont de véritables usines à neurones. Manque de peau, à partir de 20 ans, on en perd 100 000 par jour. Vous allez me dire, 100 000, c'est énorme. En euros, oui, mais en neurones par rapport à 100 milliards de neurones, ne vous inquiétez pas, on en a assez pour vivre jusqu'à 120 ans sans aucun problème. Autre chose importante, on en parlera, chaque neurone communique avec 1000 à 10 000 autres neurones. Et vous le verrez que c'est important puisque ça fait partie de ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la possibilité pour les neurones d'aller faire des connexions un peu à droite et à gauche, parce que sans connexion, l'influx ne passe pas et vous n'apprenez rien. Et enfin, la vitesse de circulation de cet influx qui est de 100 mètres par seconde. C'est vrai que quand on décide de bouger la main, il vaut mieux que ça aille assez vite plutôt que de mettre 2 jours. On va faire monter maintenant nos 2 experts que je vous demande d'applaudir, le professeur Philippe Robert et le professeur Jacques Darcourt qui vont me rejoindre. Ils sont où? Ils sont là. Messieurs, bonsoir. Je vous laisse vous asseoir. Le professeur Robert qui ne se déplace jamais sans sa petite sacoche, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sacoche? C'est ma mémoire. C'est votre mémoire. Il va nous expliquer qu'il ne faut pas l'encombrer. Donc, le professeur Philippe Robert, qui est directeur du Centre Mémoire de ressources et de recherche du CHU de Nice, et le professeur Jacques Darcourt, qui est biophysicien et qui travaille dans la médecine nucléaire au CHU de Nice. Je vais tout de suite lui demander de nous rassurer. La médecine nucléaire n'a rien à voir avec les accidents nucléaires ou les... Hein, on rassure tout de suite. Vous nous expliquez en 2 mots ce que vous faites?
Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les accidents nucléaires. C'est des techniques de diagnostic essentiellement, donc d'imagerie, on en parlera un petit peu, qui utilisent des produits radioactifs. C'est en ce sens que c'est nucléaire, mais bien sûr, sans aucun risque, sans aucun effet secondaire, sans aucun effet nocif pour les patients, bien entendu. Professeur Robert, vous prenez votre micro, vous allez nous commenter une coupe de cerveau, parce qu'il faut bien comprendre que le cerveau, c'est bien sûr pas un tout comme un poumon ou un foie, et que chaque région a un rôle particulier. L'avant est à gauche, lobe frontal, le front, lobe occipital, c'est l'arrière qui est à droite. Rapidement, la fonction de chaque lobe. Alors, le lobe frontal, c'est ce qui fait que nous sommes femmes et hommes. C'est-à-dire que c'est là où il y a toutes les décisions, ce qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choses très très complexes, et qui se rapproche du lobe temporal. Le lobe temporal, c'est aussi une des caractéristiques de l'être humain, puisque c'est ce qui nous donne le langage. Alors le planum temporal, Jacques pourra en dire un mot, est plus large et plus grand chez les femmes, même chez les blondes, ce qui explique que les dames parlent plus que les hommes. C'est pas moi. Vous n'avez pas de problème de couleur de cheveux, remarquez. Non, pas du tout. Le lobe pariétal, c'est quelque chose qui nous permet de prendre une bouteille, de mettre de l'eau dans un verre, c'est d'organiser. Là, je viens de faire bouger mon lobe pariétal. Et enfin, le lobe occipital, c'est ce qui est essentiellement en relation avec la vision. Alors, là, c'est une vue anatomique du cerveau. D'abord, je voudrais vous préciser que tout à l'heure, c'est vous qui poserez des questions. On va brosser on va faire un tableau, dresser un tableau un peu complet, mais forcément on va survoler quelques zones, parce qu'on ne peut pas vous faire le cerveau comme ça en 3/4 d'heure ou 1 heure pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Donc, gardez-les bien en tête, essayez de les mémoriser, et de ne pas les noter. Bien que le professeur Robert va vous dire que ce n'est pas utile de les mémoriser. J'ai eu une discussion avec lui ce matin là-dessus. Alors, on va voir maintenant comment vieillit notre cerveau naturellement, j'allais dire, physiologiquement. C'est-à-dire, on ne passe pas à la maladie, on parle du vieillissement habituel du cerveau. Vous pouvez nous le commenter rapidement. Diminution de la masse du cerveau, professeur Darcourt. Oui, bien, vous voyez que, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, la masse du cerveau diminue. Pourquoi diminue-t-elle? Eh bien, c'est parce que, justement, nous perdons régulièrement un grand nombre de neurones, même si, comme vous l'avez rappelé, relativement, ça reste une perte tout à fait supportable. Et donc, la matière grise qui est composée par les corps des neurones va diminuer de volume, de même que ce qu'on appelle la substance blanche ou matière blanche qui, elle, est les connexions neuronales, finalement, puisque le nombre de neurones diminue, l'ensemble des deux va diminuer également. Et comme le nombre de neurones diminue, eh bien, ce qu'on appelle les neuromédiateurs, c'est-à-dire les molécules chimiques qui permettent à ces neurones de communiquer, vont diminuer également parallèlement. Alors là, on a deux coupes de cerveau. À gauche, il est bien. À droite, c'est celui d'un malade d'Alzheimer. On parlera d'Alzheimer tout à l'heure, mais le fait que le cerveau s'atrophie, et qu'on voit d'ailleurs sur les IRM, l'imagerie par résonance magnétique, on voit des zones qui sont un petit peu rétrécies, ce que vous disiez, c'est-à-dire la substance blanche et la substance grise. Le cerveau peut rétrécir sans que ça ait des conséquences sur ni intellectuelles, ni sur nos fonctions motrices. Oui, puisque cette perte de neurones est physiologique, le vieillissement normal s'accompagne d'une atrophie chez tout le monde, qui augmente avec l'âge. Simplement, ce que montrait la diapositive, c'est que cette atrophie qui est globale chez le sujet normal, lorsqu'elle touche plus particulièrement certaines zones du cerveau dont on va reparler, notamment l'hippocampe, eh bien là, la perte de neurones à cet endroit-là peut avoir des signes, peut avoir des conséquences, notamment des conséquences sur la mémoire. Ça veut dire que si tout va bien, je vais bien, mais je commence à me demander si je n'ai pas perdu quelques neurones. Je demande à mon médecin généraliste de me faire une IRM du cerveau pour voir si finalement il est toujours aussi gros. Ça n'a aucun intérêt si je n'ai pas de symptômes. Vas-y toi, vas-y toi.
C'est une question qui n'est pas très facile, mais a priori non, parce que de toute façon, comme je vous le disais, il y a une atrophie physiologique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, on prend des sujets normaux et si on leur fait une IRM, on trouvera une atrophie. Donc en elle-même, l'atrophie ne nous indique rien de particulier, sinon l'âge, mais on le sait par ailleurs en regardant la carte d'identité, donc c'est inutile. Oui, et puis ça coûte moins cher à la Sécu de regarder la carte d'identité que de faire une IRM. Non, mais je crois que maintenant, il faut considérer que c'est un examen complémentaire et que, comme vous le dites très bien, ce qui est en avant, c'est quand même le diagnostic clinique et que bien ça peut, dans certains cas, aider, et tout particulièrement quand on observe cette atrophie d'une région particulière, qui est l'hippocampe, ou d'une autre région pour une autre pathologie. Alors, on parlait des neurones, on va faire un petit focus sur ces neurones. On vous rappelle que ce sont les cellules du système nerveux de l'organisme, pas seulement du cerveau, puisqu'on a des neurones tout le long de la colonne, dans la moelle épinière. On l'a aussi dans les nerfs, puisque c'est comme ça que l'influx nerveux va aller jusqu'aux muscles, par exemple. Vous voyez ici un neurone avec le gros cordon que vous voyez qui ressemble à un cordon ombilical et qui est ce qu'on appelle l'axone. Pour ceux qui jouent au Scrabble, il y a un X, c'est pas inintéressant. C'est l'axone, ça c'est le câble principal par lequel va arriver l'influx sur le corps du neurone que vous voyez aussi. Et après, vous voyez toutes ces petites ramifications, c'est ce qu'on appelle des dendrites. Et ces dendrites vont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir 1000, 10 000 connexions et ils vont aller se connecter avec les autres neurones. Et ce que vous voyez ici, alors attendez, j'ai un laser, je vais peut-être m'approcher, ce sera plus simple. Ce que vous voyez ici, ce sont les connexions entre un neurone qui envoie son information et un deuxième neurone ici qui va recevoir l'information. Et vous voyez, il peut y en avoir, alors on l'a schématisé, mais il peut y en avoir 10 000 comme ça des connexions. Et plus vous faites travailler votre cerveau, et plus il va y avoir de connexions entre les neurones, et plus votre cerveau sera efficace. À un moment donné, et là je vais vous demander si c'est vrai ou pas, à l'époque où je faisais mes études de médecine, c'est-à-dire au 18e, c'est marrant comme vous aimez bien quand on se moque, hein. Ça, c'est les blondes qui se vengent. Quand je faisais mes études de médecine, on disait qu'il y avait des neurones, il y avait un stock de neurones, on naissait avec un stock de neurones dans le cerveau, qu'on en perdait, on savait déjà qu'on en perdait, là on a vu qu'on en perdait 100 000 par jour, et que quand c'était perdu, c'était perdu. C'est-à-dire qu'un neurone ne repoussait jamais. Il n'y avait pas, comme pour les cellules de la peau ou pour les cellules d'autres organes, une repoussée. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. On sait que notre cerveau continue à fabriquer des neurones. La réponse est oui. Non, non, vous avez tout à fait raison. Alors, la question, c'est que est-ce que ces neurones, ils sont aussi efficaces que les anciens? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Alors là, on n'a pas, je ne sais pas Jacques ce que tu en penses, mais on n'a pas tout à fait la réponse. Mais il y a d'autres exemples. Les gens qui malheureusement ont des accidents de la route ou des accidents vasculaires cérébraux, dans certains cas, quelques temps après, ils ont à nouveau récupéré les fonctions qu'ils avaient perdues. Et ça veut dire que notre cerveau, c'est un magnifique organe et qui est plastique, qui est modulable et qui peut réutiliser, même s'il y a moins de substances, et l'utiliser pour remplacer quelque chose qui est perdu. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, et on en reparlera tout à l'heure dans les meilleurs moyens de faire de la prévention cerveau. Gardez votre micro. Gardez-le. Bah ouais, mais c'est vous qui faites la conf, c'est pas moi. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui explique qu'on a intérêt tout au long de sa vie, et en commençant très jeune, à faire des mots croisés, à faire du sudoku, tout ce qui vous intéresse et tout ce qui fait fonctionner le cerveau, parce que finalement, il va y avoir... Ce que vous écriviez là, c'était la neuroplasticité. Finalement, c'est le fait que les neurones, non seulement peuvent exister, mais qu'en plus, ceux qui sont là, enfin, peuvent repousser, mais ceux qui sont là, peuvent faire ces fameuses connexions avec les autres neurones. Et cette neuroplasticité, c'est ce qui explique par exemple qu'un aveugle va avoir une sensibilité de l'index, de la pulpe de l'index, beaucoup plus importante que la nôtre, parce qu'à force de travailler sur le braille, la zone de son cerveau correspondant à la pulpe de son index est beaucoup plus développée grâce à cette neuroplasticité. Alors est-ce que ça veut dire que tous les gens qui sont là sont neuroplastiques ? Je crois que vous avez tout dit. Oui, effectivement, ce qui est la neuroplasticité, c'est cette capacité qu'ont les neurones, surtout à inventer de nouvelles connexions au fur et à mesure des événements. Et donc, tout ce qui stimule cette capacité à se connecter avec d'autres neurones nouveaux, forcément,
va permettre de préserver, voire de développer des fonctions cérébrales. Et est-ce que ça permet de ralentir le vieillissement ou de vieillir plus tard? Alors, je crois d'abord que c'est vrai pour tous, et c'est vrai pour tous en fonction de ce qu'on est. Hein, vous donnez l'exemple du Braille, il y a un autre exemple qui est très célèbre, qui est celui des chauffeurs de taxi londoniens. Et on leur a fait des IRM, et on s'est aperçu qu'ils avaient un hippocampe droit qui était beaucoup plus développé que l'autre, parce que c'était une étude qui a été faite du temps où il n'y avait pas le GPS, hein, et donc il fallait qu'ils sachent où ils en étaient. Donc, mais on aurait pu le faire sur les chauffeurs de taxi niçois. Exactement, mais la ville est plus petite et donc peut-être ça aurait, enfin, ça avait moins de preuves. On aurait l'aéroport, la place Masséna qui aurait été très développée. Donc je veux dire que ces gens-là se sont spécialisés, leur cerveau il est spécialisé aussi en fonction de la fonction qu'ils ont. Et je crois que tous, on a des cerveaux qui sont de cette façon un peu différents. Alors comment se manifeste le vieillissement cérébral de façon... encore une fois physiologique, hein. On ne parle pas de la pathologie. Vous avez les muscles qui sont moins costauds en vieillissant, les os qui se fragilisent en vieillissant. Bon, vous savez que la vieillesse n'a pas l'air très sympa finalement, mais le cerveau vieillit avec bien sûr son cortège de petits symptômes qui ne sont pas des symptômes de maladie, qui sont des symptômes de vieillissement. On en a énuméré un certain nombre et je crois que ce qui est important, c'est de dire qu'on n'est pas tous égaux, comme pour le reste de l'organisme finalement. Professeur Robert. Oui, alors ces symptômes que vous décrivez là, hein, bon, alors, des symptômes de grand niveau, la notion de fragilité, c'est un ensemble de symptômes. Alors après, il y a des troubles de l'humeur ou de la motivation, ça c'est des petits symptômes. Alors, c'est des petits symptômes, je veux dire que c'est des catégories en soi. Tout ça, c'est relié, je crois, à quelque chose que vous présentez, c'est qu'en vieillissant, on perd nos neurones et on perd aussi les substances chimiques, hein, qu'on appelle les neuromédiateurs, qui nous permettent de réaliser telle ou telle chose. Si je perds un certain nombre de neuromédiateurs qui sont liés à la sérotonine, par exemple, je vais avoir peut-être plus tendance qu'avant à faire des symptômes dépressifs et ainsi de suite. Donc, on pourrait dire que pour chacun de ces symptômes, on va trouver au niveau biologique une correspondance et qui est plus ou moins à mettre en relation avec ce que vous avez montré au niveau de l'IRM ou ce que vous montrez au niveau de la substance chimique. Alors, ces neuromédiateurs dont on parle là depuis un moment, je ne vous l'ai pas précisé, mais quand vous avez vu ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, ces petites, on a l'impression d'avoir E.T. qui se touche le doigt là, ce sont des substances qui permettent à l'influx nerveux de passer parce qu'il y a un espace entre les dendrites et les axones et puis les neurones, ce qui fait qu'ils ne se touchent pas complètement. Donc ils libèrent un peu d'une substance qui va aller exciter le neurone suivant, et c'est ça un neuromédiateur, et effectivement il y en a plusieurs sortes. Un des plus connus d'ailleurs, c'est celui qui est responsable de la maladie de Parkinson, la dopamine. Quand dans certaines régions précises du cerveau on manque de cette dopamine, on va déclarer une maladie de Parkinson. Mais est-ce que ça veut dire que de toute façon avec l'âge, tous ces neurotransmetteurs, alors il y a des noms compliqués, acétylcholine, noradrénaline, adrénaline, tout ça, est-ce que ces neurotransmetteurs vont de toute façon baisser en quantité? Et si oui, et pourquoi vous ne nous en donnez pas en comprimé? Parce que les comprimés, ils n'agissent pas aussi bien que ceux qu'on a à l'intérieur du cerveau. Hein. Mais c'est vrai qu'ils baissent tous, mais la nature est aussi quand même pas mal bien faite. Hein. Je prends l'exemple de la dopamine. Alors la dopamine, ça sert effectivement pour la motricité, ça sert beaucoup pour ce qu'on appelle la motivation et tout ce qui est les systèmes de récompense. Quand on s'aperçoit qu'en vieillissant, moi je parle de moi, parce que... vous êtes jeune encore, quel âge vous avez? Oh là là, j'ose pas le dire. Devant toutes ces dames, non, j'ose dirais pas. Vous lui donnez combien? Allez, ceux qui disent moins de 20 ans, levez le doigt. Ça, ça vous viendrait, on vous hospitalise tout de suite. Ouais. Non, je veux dire que... vous voulez pas nous donner votre âge? Oui, j'ai 59 ans. Voilà. Le cerveau est bien fait. Ouais, le cerveau est bien fait. Plus. Quand j'avais 62 ans, je faisais de la course à pied. Et puis, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. J'ai limité mes activités, je fais du vélo maintenant. Mais je veux dire qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a un certain nombre de choses qu'on peut moins faire.
et il y en a d'autres qu'on conserve. Hein. Et ce qu'on s'aperçoit, et ça, milliers d'études dans le monde l'ont montré, c'est que au fur et à mesure du vieillissement, eh bien, les intérêts qu'un individu peut avoir se réduisent. Il y en a certains qui restent très vifs, très précis. Et ça, c'est tout à fait lié avec cette diminution de la dopamine. Ça ne veut pas dire que je suis anormal si j'aime que le foot ou l'OGC Nice quand j'ai 50... Je ne vais pas dire que je suis supporter du PSG parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas le dire ici, mais... vous savez, je ne me suis pas fait casser la gueule dans la rue. Hein. Les gens sont sympas, ils sont sympas les supporters de l'OGC Nice. Les troubles du sommeil, on a vu que ça faisait partie de la liste. Pareil, c'est dû au neuromédiateur responsable du centre du sommeil. C'est dû en particulier au neuromédiateur responsable du sommeil, et c'est quelque chose qui a forcément... Il y a toujours des conséquences indirectes, c'est-à-dire je tape sur le sommeil, si je dors moins bien, je vais peut-être avoir des troubles de l'enregistrement de la mémoire, et ça va me gêner dans la vie ensuite. Vous voyez la cascade qu'il peut y avoir. Hein, et les troubles du sommeil, effectivement, il faut le savoir, en prenant de l'âge, eh bien, on diminue notre temps de sommeil. C'est pas pour ça qu'on peut mal vivre. Mais le temps de sommeil, c'est important parce que ça, on le sait. Combien d'heures de sommeil on devrait avoir à partir de 60, 70 ans? Parce que le problème, c'est qu'effectivement, plus on vieillit et moins on dort. Alors que les enfants dorment 20 heures, les bébés dorment 20 heures sur 24, plus ça va, moins on dort. Et il y a plein de personnes d'un certain âge qui se plaignent d'un manque de sommeil, qui aimeraient bien dormir plus, mais finalement, elles n'en ont peut-être pas besoin de plus d'heures de sommeil. Alors, quelle conclusion vous tirez de ça, docteur? C'est qu'il ne faut pas trop utiliser des benzodiazépines et des médicaments pour absolument dormir quand on a moins besoin de sommeil. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment très important, un message important. On va parler de la mémoire un peu. Et ça, c'est Jules Renard encore qui disait « J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout ». Alors, la mémoire, c'est très compliqué. Et très franchement, j'ai jamais rien compris. Pourtant, quand je présente l'émission sur la mémoire, vous vous dites « Qu'est-ce qu'il connaît comme truc hein ?» Moi, les mémoires de travail immédiates, machin, les trucs, c'est un truc... Ouais. Regardez ce qu'il y a sur le panneau. Vous avez différents types de mémoire. Et encore, nous avons simplifié, je crois. Hein. Professeur Robert, vous qui êtes un spécialiste de la mémoire, essayez de me faire comprendre. Alors, la diapo est pas mal, mais peut mieux faire. Très bien. Je vais donc passer la parole au professeur Darcourt, qui m'est beaucoup plus sympathique. On n'aurait pas dû parler de votre âge, en fait. C'est vrai, hein, et que je suis peut-être blond. Hein. Non, mais je rigolais. Le prenez pas mal. Elle est pas mal, cette diapo. On a synthétisé. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle, c'est bien dit, c'est la perception visuelle que j'ai une lumière qui m'aveugle dans la figure. La mémoire à court terme, c'est... Donnez-moi votre numéro de téléphone, là. Je vais prendre un crayon et je reviens le prendre. Le temps que vous me donniez ce numéro de téléphone, j'aille chercher le crayon, est-ce que j'ai gardé le numéro de téléphone en tête? Et la mémoire à long terme, eh bien, c'est les faits plus récents qui concernent mon existence. Alors, qu'est-ce qui vieillit le plus vite? C'est la mémoire à court terme. À court terme? Oui. C'est celle qui nous permet de retenir un code, un numéro, des choses comme ça. Voilà. Et qui, mais pas, vous parlez pas. Lié à une. Alors, vous parlez pas des numéros qu'on a retenus il y a 15 ans. Si on a le même numéro de code dans l'immeuble depuis 15 ans, ça c'est du long terme. Ça devient du long terme. Vous avez raison. Quelle est la date de la bataille de Marignan? Voilà. Ça c'est du long terme. Je savais, mais j'ai pas voulu. Et ça c'est du sérieux. Donc ça c'est du long terme. C'est du long terme. Mais ce qui est bien, c'est que ça sert à rien. Ah non. Je veux dire, la bataille de Marignan dans la vie de tous les jours, franchement, à part briller dans une conférence à Nice, franchement, ça sert à rien. Enfin, vous ne l'utilisez pas tous les jours. C'est important ce moment-là. Non, c'est très important. Je suis très très content. Et la mémoire à court terme, donc c'est celle qui fait que le vieillissement du cerveau nous oblige, et pas à 80-90 ans, même avant, à prendre de plus en plus de petits papiers pour tout noter. Oui, tout à fait. Alors, il y a des choses qui sont... J'en entends qui sont d'accord avec moi. Et levez la main, ceux qui prennent des petits papiers tout le temps. Il y a plein de menteurs. Vous pouvez, on ne vous connaît pas. Vous pouvez lever la main. Vous prenez les petits papiers pour tout noter? Moi, j'ai une mallette, même.
Une mallette de petits papiers. Hein, non, mais vous me disiez ce matin. C'est une discussion qu'on a avait eu ce matin. ouais. Mais c'est vrai que j'aime mieux porter une mallette que me trimballer toutes les informations qu'il y a dedans que je devrais avoir dans ma tête. Hein, et les petits papiers, c'est important aussi. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Hein, mais dans les conseils à donner, c'est aidez-vous d'aide extérieure pour faciliter votre mémoire. Vous tenez un discours qui est l'inverse de ce qu'on entend d'habitude quand les gens nous disent... Vous êtes à Nice. Comment ? Vous êtes à Nice, là. Ah oui, d'accord. En fait, il y a une médecine particulière voilà. ici. Moi, j'ai toujours entendu des gens dire essayez d'aller faire vos courses sans papier, sans noter votre liste de courses, essayez de mémoriser, entraînez votre mémoire comme on entraîne un muscle, même si c'est un truc qui vous énerve. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le journaliste de Nice Matin qui a reproduit mes propos il y a 2 jours est dans la salle, mais il faut que je lui dise 2 mots parce que je n'ai jamais dit que le cerveau était un muscle. Ou alors, il faut que j'arrête médecine tout de suite. Hein. Le cerveau, on nous dit, plus vous l'entraînez et plus vous essayez de mémoriser des choses, plus vous essayez d'apprendre des poèmes, des chansons, des machins, des listes de courses, et plus et meilleur ce sera. Et vous nous dites le contraire, aidez-vous. Non, je ne vous dis pas le contraire. Je vois tous les papiers que vous avez sur la table. Hein, ils sont importants pour vous. Vous êtes gentil, mais... Hein, ces papiers... Moi, je peux dire mon âge. Moi, j'ai 55 ans et j'arrive pas à me souvenir de tout. Voilà. Ces papiers, ce n'est pas parce que vous les utilisez que vous ne faites pas travailler votre mémoire, mais dans l'expérience que vous prenez chaque fois que vous faites une présentation de ce type, dans le travail que vous faites tous les jours, ce qui compte, c'est l'organisation et la structuration de ces papiers que vous avez. Et ça, c'est grâce au lobe frontal qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et je veux dire que ce n'est pas du tout un mal. Ce n'est pas parce que vous mettez ces papiers que vous ne faites pas travailler votre mémoire. Jacques, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu connais tous les rendez-vous de consultation que tu as? Je vais les laisser. Non, bien sûr que... bien sûr que je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, bien sûr, s'entraîner, mais ce n'est pas incompatible avec s'entraîner avec des aides, des soutiens qui permettent de vaquer aux occupations normalement et de diminuer aussi, je pense qu'il y a un aspect d'angoisse devant le trou de mémoire qui est important et qui peut faciliter les choses lorsque on sait qu'on s'est organisé et qu'on a pris quelques notes. Alors, le trou de mémoire, on pouvait en parler tout à l'heure en évoquant l'Alzheimer, mais le trou de mémoire, tout le monde a eu un trou de mémoire un jour. Vous avez le même code depuis 15 ans de votre immeuble et puis un jour vous arrivez, vous ne savez plus où il est le code. Et truc, ça fait flipper. Ça fait flipper. Ou le code de carte bleue, ou un numéro de téléphone. Quel que soit votre âge, vous avez déjà connu ce terrible blanc qui fait que vous vous dites, c'est pas possible, je suis en train de péter un vaisseau ou j'ai un problème. On ne s'affole pas et en général, ou ça revient dans la demi-heure qui suit, ou ça revient le lendemain, sans que vous y pensiez, sans que vous cherchiez. Il ne faut surtout pas chercher à se le remémorer, si j'ai bien compris, et ça reviendra spontanément. Est-ce que plus on vieillit, plus notre vieillot servit, et vous avez un accident vasculaire en direct. Est-ce que plus notre cerveau vieillit, plus on a de trous de mémoire, et est-ce qu'on peut les expliquer si oui? Il ne se souvient plus de ma question. Moi, je crois que oui, plus notre cerveau vieillit, plus on a des trous. Alors, il y a une façon de l'expliquer, c'est, je me permettez une minute, c'est la mémoire, c'est ces 3 étapes. D'abord, c'est je vais enregistrer, encoder une information. Votre prénom, c'est Michel. C'est ça. Et donc, vous me dites, je m'appelle Michel, tac, je prends mon information. Puis ensuite, je vais la stocker, cette information. Et puis un jour, que je vous rencontre dans la rue, et que vous êtes avec votre frère, et je me dis, non, c'est Michel. Je vais récupérer l'information. 3 étapes. L'enregistrement, le stockage et la récupération. Elle n'est pas marrante, votre vie, si vous faites ça tous les jours, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Ah non, mais comme les neurones, ils vont vite. Alors, comment il s'appelle? Ça, c'est le boulanger. Comme les neurones, ils vont vite. Ça va vite. On a dit que c'est 100 mètres par seconde, donc effectivement... Alors, un truc qui arrive plus on vieillit, c'est que quand vous me dites que vous appelez Michel et qu'à ce moment-là, je vois passer une jolie blonde... Eh ben, vous l'appelez Michel. Exactement. Et je vais retenir Micheline. OK ?
Je veux dire que un des problèmes de la mémoire, c'est le trouble de l'attention, de la concentration qui est lié. Si j'enregistre pas, eh ben je me rappellerai jamais votre prénom. Ça, c'est un truc qui augmente avec l'âge. On a parlé de l'hippocampe tout à l'heure, c'est un très joli nom, ça vous rappelle des animaux marins, sauf que ça n'en est pas, et on va vous montrer une image de l'hippocampe. Alors on en a deux, hein, c'est les cornes que vous voyez ici de chaque côté, bien enfouies au milieu du cerveau. Cet hippocampe est très important, puisque, on en parlera tout à l'heure aussi dans l'Alzheimer, c'est un des premiers sièges, hein, des lésions de la mémoire. C'est quoi son rôle exact? Et comment il vieillit, l'hippocampe? C'est de manière relativement simple, c'est les zones cérébrales qui sont plus particulièrement impliquées, elles ne sont pas les seules, mais qui ont un rôle majeur dans la mémoire à court terme, justement, pour pouvoir retenir les événements. Donc elles sont situées, vous les voyez là sur la diapositive, c'est les petites zones rouges à l'intérieur des lobes temporaux. Et donc, comme toutes les autres régions, au fur et à mesure de l'évolution de l'âge, eh bien, un certain nombre de neurones vont être perdus dans cette région comme dans d'autres, d'où l'affaiblissement des capacités de mémoire au fil du temps. Et si cette perte de neurones dans ces régions devient trop importante, eh bien, le handicap devient significatif, et c'est là qu'on rentre dans la maladie. Sûrement pas mal de gens qui sont ici sont inquiets pour eux ou pour leurs proches de ces fameux trous de mémoire dont on parlait, de petits troubles de la mémoire qui commencent à nous pourrir un peu la vie tous les jours parce qu'on ne se souvient plus du nom d'un tel, ou on ne se souvient plus où on a mis quelque chose, etc. Et on sait que le stress, en plus du vieillissement cérébral, augmente les troubles de la mémoire. C'est vrai ? Alors, le stress augmente les troubles de la mémoire. Le stress et la tension, l'anxiété. Alors il y a des vieilles courbes de vieux psychologues qui sont souvent, des fois, il y a des choses vraies dans les vieux trucs, hein, qui disent qu'il faut quand même un minimum de niveau de stress pour être performant. À partir du moment où ce niveau est trop important, ou trop brutal, moi je pense à des gens qui se font, qui tombent dans la rue et qui ensuite ne veulent plus sortir parce qu'ils sont tombés une fois et qui ont eu peur. Si le stress est trop important, là vous avez raison. Alors pour ces gens qui sont inquiets, parfois ils s'adressent au médecin généraliste en disant voilà, j'aimerais bien, docteur, passer des tests quand même avec en arrière-plan toujours l'idée de est-ce que ce ne serait pas un Alzheimer débutant. J'aimerais bien passer des tests de mémoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes responsable d'un centre de mémoire, on a facilement, tous les gens qui sont ici auraient facilement accès à ces tests de mémoire, peut-être ne serait-ce que pour se rassurer et pour se dire que finalement, puisque ce soir le thème c'est le vieillissement du cerveau, le vieillissement normal aussi, y a rien de grave et que c'est ce qu'on vient de raconter sur la perte de neurones, sur certaines régions qui font qu'on n'a pas la mémoire qu'on avait à 20 ans. Est-ce qu'on a accès facilement à des centres de mémoire ? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que donc on en est là à la fin du 3e plan national Alzheimer, hein, et que celui-ci a permis de mettre en place au niveau public un réseau en France de 350 consultations mémoire. Il y en a une dizaine dans les Alpes-Maritimes, plus les spécialistes libéraux. Et que toutes ces personnes sont tout à fait compétentes. Alors, est-ce que tout le monde peut y aller? Bien sûr que tout le monde peut y aller. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être faire un pas de plus et se dire, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, par exemple en utilisant les nouvelles technologies, hein, de se faire une prévention ou se tester soi-même avant d'aller consulter. Donc ça, c'est peut-être encore quelque chose qui va augmenter la possibilité de prévention, comme on l'a connu dans d'autres pathologies, comme les pathologies cardiovasculaires, quoi, hein. Et est-ce que tous les bouquins qui sortent sur le mécanisme, des exercices d'entraînement cérébral, que ce soit sur les tablettes, que ce soit sur les bouquins, ont un intérêt ou pas ? Ça dépend lesquels. Hein. Ça dépend lesquels. Il y en a peut-être qui sont bien faits. J'ai pas une opinion générale là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme exercice pour la mémoire ? Parce qu'on dit que, par exemple, il y a des gens qui font des mots croisés ou que du sudoku. On dit qu'il faut varier. Exactement. Il faut varier parce que si vous faites que des mots croisés, il y a la partie du cerveau correspondant aux mots croisés qui va s'hypertrophier.
mais ce n'est pas tout le cerveau. Il faut effectivement avoir quelque chose de varié, mais aussi quelque chose qui nous plaît. Moi, pour vous reparler de moi et de mon épouse, hein. Alors elle aime jouer au Scrabble. Votre épouse vous plaît. Voilà. Elle adore jouer au Scrabble. Moi, je déteste le Scrabble. Le Scrabble, c'est quand même quelque chose de très bien pour faire sa mémoire. Moi, j'aime mieux jouer à d'autres jeux. Hein, avec votre femme. Si vous voulez. Hein. Non, c'est pas moi qui veux. Hein, ouais, et puis... M'emmenez pas sur ce terrain. Ah, les jeux de société, les serious games. Les jeux de société. En plus en société. Bravo, Jacques, professeur Robert. Formidable. Dis quelque chose. Défends-moi. Aidez-le. Parlez-nous de votre femme, professeur Darcourt. Bon, eh ben on va passer à autre chose maintenant. Alors, je lisais Nietzsche hier soir. Ça, c'est très bien aussi. Oui, je ne comprends pas tout ce qu'il dit, mais il a dit « L'avantage de la mauvaise mémoire est qu'on jouit plusieurs fois des mêmes choses pour la première fois. » C'est exact. C'est joli, hein? C'est super. Voilà. On va parler maintenant, puisque vous avez parlé des nouvelles technologies et d'imagerie, on va parler maintenant de quelque chose sur lequel il est difficile de sourire, qui est la maladie d'Alzheimer. On va voir des statistiques. Vous verrez que la maladie d'Alzheimer représente plus de 3 cas sur 4 de démence. Alors, ce terme de démence ou de démence sénile, c'est des choses qu'on essaye de plus trop prononcer aujourd'hui en dehors des congrès médicaux, parce que quand vous annoncez, et je ne sais pas si vous avez vu le magazine de la santé hier, qui était consacré entièrement à la maladie d'Alzheimer, quand on a vu une dame qui, à 50 ans, nous disait que le médecin lui avait dit « Madame, vous avez une démence sénile », c'était une façon un petit peu brutale quand même d'annoncer les choses. C'est bien sûr la principale cause. En France, on estime, vous le savez, à plus de 800 000 nombre de personnes qui en souffrent. 110 000 nouveaux cas par an en France. Alors, on va, avant d'aborder la question, je voudrais que vous regardiez cette petite vidéo qui est commentée par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Benoît Thévenet. La maladie d'Alzheimer touche 860 000 Français. Pour la comprendre, nous allons plonger dans le cerveau. Un neurone est composé d'un corps et de prolongements. Chaque neurone est entouré d'une enveloppe et il contient des neurotubules. Des filaments dont on connaît mal l'utilité sont plantés dans la membrane. Il s'agit de protéines qui sont normalement coupées par des enzymes comme par des ciseaux. Une longue chaîne en bleu et jaune est libérée. Elle servirait à nourrir d'autres neurones. Mais dans la maladie d'Alzheimer, les enzymes ne coupent pas au bon endroit. Le morceau restant est donc trop long. Au lieu d'être détruits, tous les morceaux vont se regrouper en dépôts sur les neurones. Ce sont les dépôts amyloïdes qui vont bloquer l'échange d'informations entre les neurones. Ils se déposent aussi à l'intérieur des neurones et ils provoquent alors une dégénérescence neurofibrillaire. Elle est responsable de la mort de la cellule nerveuse. Alors voilà, pour simplifier, on a bien sûr simplifié au maximum le processus qui mène à la maladie d'Alzheimer. En gros, vous avez compris, on va en reparler, il y a d'un côté les plaques, qu'on appelle les plaques amyloïdes, et de l'autre côté, cette fameuse protéine qui s'accumule, là, qui est la protéine Tau. D'abord, les symptômes. Et là aussi, je pense à tous ceux qui sont inquiets parce qu'ils ont des troubles de la mémoire. On sait que les troubles de la mémoire, c'est le premier symptôme de la maladie d'Alzheimer. Mais à partir de quand ce sont des troubles physiologiques liés au vieillissement dont on a parlé jusqu'à maintenant, et à partir de quand il faut s'inquiéter? Les troubles de la mémoire récents, hein, comme on disait tout à l'heure, courtes, quand ils se répètent, quand ils se prolongent, quand ils entraînent des ennuis dans les activités de vie quotidienne. Je pense que c'est à partir de là qu'il faut s'inquiéter. Alors, ce n'est pas les seuls signes, hein. Il y a d'autres signes qui peuvent apparaître. Hein. Vous avez marqué les problèmes de langage, la désorientation temporo-spatiale. Ça arrive habituellement un peu plus tard. Temporo-spatial, ça veut dire que, comme son nom l'indique, mais on précise quand même, c'est que c'est des personnes qui ne savent plus très bien ni où elles sont, ni à quel moment on est, une date, une heure, etc. Moi, si je n'ai pas ma feuille de consultation le lundi matin, je ne sais pas quel jour on est. Vous savez, vous savez où vous êtes? Oui, je sais où je suis. Je suis au CUM, non? Oui. Non, le lundi matin. Bon, lundi matin, oui. Il m'inquiète.
Mais c'est quelque chose qui arrive plus tard. Quelque chose qui est relativement fréquent, c'est aussi au début, c'est ce qu'on appelle la perte d'intérêt, ce qu'on parlait là pour... Et la perte d'intérêt, elle peut être liée à une dépression qui, on le sait, est souvent, apparaît souvent chez les personnes âgées. Ouais. Donc, comment vous faites la différence entre une démotivation, une perte d'intérêt pour les choses et un problème en rapport avec la maladie d'Alzheimer? Alors, d'abord, je fais la différence entre la perte d'intérêt et la dépression. La dépression, c'est que, en plus d'avoir un manque d'intérêt, je suis triste, je me sens coupable, je suis pessimiste et il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, déjà, je peux faire... Et bon, bien sûr, la perte d'intérêt peut évoluer toute seule. Hein, et très souvent, il y a une étude fameuse française qui a été faite à ce niveau-là, c'est pas un seul signe qui s'associe, mais si à la fois j'ai cette perte d'intérêt et puis ce trouble de la mémoire qui se prolonge malgré que... Vous rappelez-vous, ce matin, la dame qui nous disait « Ah ben j'ai eu une anesthésie générale hein, il y a 6 mois, je pensais que c'était dû à ça, et ça continue, est-ce que je dois aller consulter pour me rassurer ?» Là, je dis oui, il faut aller consulter pour se rassurer. Oui, c'est l'ensemble qui peut... Est-ce qu'il y a une hérédité de la maladie d'Alzheimer? Est-ce que si on a des parents, grands-parents qui... C'est compliqué parce que... bon, moi, j'ai une grand-mère qui vivait à Nice, qui est décédée maintenant, mais il y a 30 ans, elle avait ce qu'on appelait une démence sénile à l'époque. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était probablement un Alzheimer. Donc, il n'est pas facile de savoir finalement si on a eu des parents, des grands-parents qui ont été touchés par une maladie dont on parle quand même depuis 20, 30 ans, beaucoup plus. Est-ce qu'on a une idée d'une certaine génétique? Est-ce qu'on est en droit d'être inquiet si on a des parents qui ont... Là, on a une réponse relativement claire, c'est qu'il y a 1 à 2% des formes de maladie d'Alzheimer qui sont purement ou essentiellement génétiques, et c'est des formes qui débutent jeunes. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure cette personne qu'on a vue à 50 ans, et c'est très souvent dans les formes jeunes. Ça veut dire que les formes qui apparaissent à 70, 80, elles peuvent avoir une origine génétique, voilà, mais pas transmissible. Pas aussi importante. Et donc là, il faut rassurer les gens, vous avez raison. Hein. En termes de diagnostic, on a dit que c'est les tests de mémoire hein, qui étaient les plus importants parce que ce sont eux qui, avec l'interrogatoire, permettent déjà d'orienter un peu vers un diagnostic d'Alzheimer. On a aussi d'autres moyens de faire le diagnostic. Alors des moyens, on va parler de l'imagerie. On a d'autres moyens qui ne sont peut-être pas utilisés très souvent, qui sont la recherche finalement de cette protéine tau dans le liquide qui baigne le cerveau, le liquide céphalorachidien, ou qui descend dans la colonne. Et en termes d'imagerie, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'une IRM, d'un examen particulier, d'un scanner, pour faire un diagnostic d'Alzheimer? Professeur. Je crois qu'on ne peut pas répondre de manière générale. On essaye de développer différents outils pour aider au diagnostic. Le diagnostic est d'abord clinique, c'est-à-dire apprécier l'importance des troubles. Les tests neuropsychologiques vont mesurer justement de manière objective ces troubles. Donc c'est la base du diagnostic. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc on essaye de développer des examens paracliniques, donc qui s'ajoutent à l'examen clinique pour donner des arguments supplémentaires. Alors il y en a qui sont biologiques, vous en avez parlé, à partir du dosage de certaines protéines dans le liquide céphalorachidien, et puis il y en a d'autres qui sont basés sur l'imagerie. Il n'y a pas de méthode qui marche à tous les coups, il y a des méthodes qui s'appliquent en fonction de certains cas, de certaines difficultés. Alors parlez-nous de ce qu'on voit là, l'imagerie moléculaire, le TEP. Je crois qu'il y a aujourd'hui au centre Pompidou, c'est ça, ou je me trompe, c'est là, au centre Pompidou? Non, au centre Antoine Lacassagne. Ah bon, qui a un TEP scan qui est consacré uniquement à l'Alzheimer? Voilà, pas tout à fait uniquement, mais c'est parce que c'est un appareillage qui est utilisé déjà largement, et il en existe un autre au CHU de l'Archer, et puis d'autres dans la région. C'est des équipements d'imagerie qui sont initialement dédiés à l'imagerie en cancérologie. Pour rechercher les métastases. Voilà, pour faire des bilans ou des diagnostics. Très, très Mais il y a aussi des applications neurologiques, et en particulier dans ce type de maladie. Et c'est dans ce contexte, et grâce au plan Alzheimer et grâce au Conseil général, qu'on a pu installer tout récemment cet été un appareil donc, au centre Antoine Lacassagne qui a la moitié de son temps qui est dédié aux explorations neurologiques. Et qu'est-ce qu'on voit là alors?
Alors, si vous voulez, là, ce sont des exemples de 4 patients différents, de gauche à droite. Et comme vous le voyez marqué ici, on a un sujet normal. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'intensité du métabolisme cérébral. Donc on voit que le cortex a plus de métabolisme. Métabolisme, c'est-à-dire que l'arrivée de sang va apporter les nutriments nécessaires au fonctionnement du cerveau. Exactement, puisque ce qu'on voit, c'est la distribution du glucose, c'est-à-dire du sucre. En effet, le cerveau, les neurones ont comme substrat énergétique principal le sucre, le glucose. Donc ce sucre qui est ici radioactif de manière à être détecté et à permettre les images, eh bien on voit qu'il est consommé par toutes les structures du cerveau sur ce premier patient qui est normal. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure de l'avancement des patients qui sont sur la droite, on voit apparaître de plus en plus de zones jaunes, c'est-à-dire dans lesquelles le métabolisme du glucose est diminué. Donc ce sont des zones qui consomment beaucoup moins de glucose et par là qui permettent de se rendre compte que les neurones correspondants fonctionnent moins. Autre imagerie, toujours avec le PET scan, avec des marqueurs de ces fameuses plaques. Alors je vous rappelle que deux choses, les plaques amyloïdes, ce sont celles qui se mettent entre les neurones, alors que la protéine qu'on a vue, c'est plutôt dans le tube. Donc ces plaques-là, vous les recherchez avec l'imagerie. Alors ça, c'est une technique qui est en développement et qui est nouvelle. Là, c'est différent, c'est fait avec le même appareil, mais ce n'est plus le glucose que l'on utilise pour faire l'image, mais des molécules qui vont se fixer sur ces plaques amyloïdes qui étaient décrites dans le film, ces plaques de ces protéines qui, au lieu de se dissoudre comme c'est normal, s'accumulent et entraînent des désordres neurologiques. Donc on voit qu'en haut, ce sont des coupes d'un cerveau chez un patient normal, où il y a très peu de plaques amyloïdes, alors que chez un patient qui présente une atteinte de maladie d'Alzheimer en bas, vous voyez beaucoup plus de rouge, c'est-à-dire une concentration beaucoup plus importante de plaques amyloïdes, qui est le principal stigmate de la maladie. Alors, puisqu'on sait qu'il y a des plaques amyloïdes qui se mettent entre les neurones et qui entraînent leur mort, puisqu'on sait que la protéine Tau est en train de détruire le tuyau principal, l'axe principal du neurone et entraîne sa mort, pourquoi on n'arrive pas à trouver un traitement qui empêche la protéine Tau de se barrer et les plaques amyloïdes de s'accumuler? Moi, je répondrais, c'est que beaucoup de gens se sont posés cette question. On a mis en place ça et on a eu là, durant l'été, deux mauvaises nouvelles qui étaient que deux des produits les plus avancés qui essayaient de lutter contre la destruction de ces plaques, eh bien, le résultat était négatif, quoi. Alors, ce qui est intéressant, même si c'est un peu difficile, mais la science, elle avance comme ça aussi, c'est que à la fois les résultats sont négatifs, c'est-à-dire que, il n'y a pas d'amélioration chez les personnes qui ont pris ce traitement, et à la fois sur certaines des sous-études, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu un nettoyage des plaques. Ça veut dire que notre hypothèse, notre belle hypothèse, notre beau film, à la fois, il est vrai et pas forcément tout à fait vrai. Alors, c'est un médicament qui est que sur les plaques. Bon, on ne parle pas du tout. Et peut-être que peut-être qu'il faut taper sur les deux pour avoir ou alors peut-être qu'il faudrait donner ces médicaments bien avant le moment où on les a donnés. On va les donner à tout le monde en se demandant si on ne va pas avoir un Alzheimer. Enfin, vous vous rendez compte, et le vaccin? On a parlé d'un vaccin. C'est ça. Non, je ne connais pas très bien cet aspect thérapeutique, mais le vaccin, c'est ce dont tu parlais. C'est-à-dire, c'est une façon d'essayer de nettoyer, en quelque sorte, les plaques amyloïdes qui se déposent. Et malheureusement, les premiers essais ne sont pas à la hauteur de ce qui était espéré. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on le sait, on n'a pas de traitement curatif, c'est-à-dire on n'a pas de traitement qui guérisse l'Alzheimer. Ça, on le sait. Il y avait des médicaments qui avaient été donnés, qui ont été décriés. Il y a eu une grosse polémique à propos des médicaments contre l'Alzheimer en disant que ça ne servait à rien et que ça coûtait très cher. Ils servent à quelque chose ou ils servent à rien? Alors, hier, on a eu le même type de question. Vous savez, il y a la vérité scientifique, il y a les vérités économiques et politiques. En fait, cette histoire, elle a débuté après une autre histoire qui est celle du Mediator,
qui n'avaient rien à voir, hein, mais ça a été l'occasion de faire une chasse aux sorcières au niveau des médicaments. Les médicaments dont on dispose à l'heure actuelle, et je le répète, j'en ai parlé cet après-midi à la marche à une ou l'autre des familles, c'est des médicaments qui sont actifs chez 30 à 40% des gens, hein, et qui ont une efficacité qui est un petit peu de stabiliser la maladie. Hein. Et ces médicaments, on sait depuis le début qu'ils ont cette action et rien d'autre. Mais c'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Hein. Et donc, c'est des médicaments qui sont efficaces, mais d'une manière limitée. Avant de vous passer la parole pour des questions, je voudrais qu'on revienne sur l'entretien de notre cerveau en faisant rapidement, alors que Monsieur le maire de Nice vient de nous rejoindre. Bienvenue Monsieur Estrosi, vous êtes un peu chez vous. Je vous passerai la parole. Je vous passerai la parole tout à l'heure. Juste un mot, le sport. On dit que c'est important parce que tout ce qui permet d'augmenter l'afflux de sang au cerveau, et vous savez que le sport permet de nettoyer les artères, permet de faire fonctionner le cœur mieux et donc de mieux oxygéner le cerveau. Est-ce que le sport est un facteur d'anti-vieillissement du cerveau? La réponse est oui, hein, mais attention au sport de haut niveau. Et au sport extrême. Et surtout pour le foot dans l'équipe de France. Ça, oui, ou pour le rugby. Ça, c'est une étude in vivo qui a montré que c'était très mauvais. C'est clair, hein, et c'est clair depuis, hein, je ne fais pas de correspondance avec les footballeurs, hein, depuis la souris et le rat jusqu'à l'être humain. Hein. Non, parce que vraiment, la souris le sport et le est très rat important. Un cerveau. Je crois que c'est toujours difficile il y a rien de... C'est un enchaînement de phénomènes qui est très complexe. Et donc, on ne peut pas... Bien sûr que l'activité physique, par les mécanismes qui sont décrits là, d'augmentation de l'oxygénation, de l'activité métabolique, sont forcément profitables. Maintenant, rien n'est absolument déterminant. C'est un ensemble de choses qui va contribuer à ce que le vieillissement se passe le mieux possible. Il y a une étude là, qui a lieu à Nice et dans d'autres régions en France qui s'appelle MAPT, ça veut dire Multi-Alzheimer Preventive Trial. C'est un essai, hein, sur de multiples stratégies. C'est comme on disait tout à l'heure, hein, je ne reviens pas sur les jeux, hein, mais sur les multiples choses qui peuvent accompagner. C'est je fais de l'exercice physique, je mange bien, j'ai une interaction sociale. Alors vous mangez bien. Hein, Oméga 3. Oméga 3 au régime méditerranéen, l'huile Alzari que vous pouvez trouver à Nice. Ouais. Ça, c'est bon pour le cerveau. Ah, c'est très bon, ça. Ok. Vous êtes pote avec les gens qui font de l'huile ou quoi? Pas du tout. Le cardiovasculaire, meilleur le cœur est. Mieux. Et alors, on va vous passer un tout petit truc rapide. Quelque chose d'assez étonnant, c'est les bienfaits de la méditation. Regardez. Les scientifiques ont observé grâce à des scanners qu'une pratique régulière et importante de la méditation avait des effets sur le cerveau. Vous voyez le cortex cérébral en gris, c'est l'épaisse couche de neurones qui recouvre le cerveau. Elle a tendance à diminuer lorsque nous vieillissons. La méditation réduit cette diminution, elle ralentirait donc le vieillissement du cortex. Voici maintenant des neurones. Les petits éclairs, ce sont des signaux qui circulent de neurones en neurones, autrement dit, les informations qu'ils se transmettent grâce à leur connexion. Eh bien, la méditation faciliterait la création de nouvelles connexions. Les informations circulent mieux à l'intérieur du cerveau. Les personnes qui méditent les récupèrent plus facilement. Elles apprennent mieux de nouvelles choses, leur cerveau est plus performant. D'autre part, elles s'adapteraient aussi plus aisément et seraient de meilleure humeur. Enfin, la méditation a un effet sur la gestion des émotions. Elles sont traitées dans les deux hémisphères du cerveau. Les émotions positives dans la partie gauche de notre cerveau et les négatives dans la droite. Chez les personnes pratiquant la méditation, le territoire des émotions positives vient empiéter sur celui des émotions négatives. Mais attention, on rappelle que tous ces effets positifs ne surviennent qu'après une pratique régulière de 30 minutes de méditation par jour et pendant plusieurs années. Alors, c'est étonnant, hein? Ça vous inspire? Oui, ça m'inspire, mais la méditation pour certains, le karaoké pour d'autres. Hein. Non, je veux dire que là aussi, c'est comme les chauffeurs de taxi tout à l'heure. Enfin, le karaoké, ça emmerde tout le monde, alors que la méditation, que vous. Jacques, qu'est-ce que tu en penses?
Bon, je crois que on essaye de schématiser pour rendre les choses intelligibles, pour mieux les comprendre nous-mêmes et pour mieux les expliquer, mais en réalité elles sont compliquées, intriquées, donc que cette activité ait un effet bénéfique, c'est probable, mais ça ne résume pas, bien sûr, ce qu'il faut faire pour vieillir mieux. Il y a des tas d'autres paramètres, et puis ça sera bon chez l'un et pas forcément aussi bon chez l'autre. Je crois que malheureusement, il n'y a pas de formule magique dans ce domaine. Monsieur Estrosi, vous avez resté avec nous ou parce que vous avez peut-être d'autres activités. À ce moment-là, je vous demanderai de venir nous voir tout de suite pour nous dire un petit mot sur ce que la ville fait concernant Alzheimer, parce que je sais que c'est une journée importante et qu'on en a parlé. Je vous ai suivi un peu aujourd'hui. Sur les trottoirs de Nice. Bon, d'abord, merci à Michel Sim qui, depuis ce matin, est venu nous animer cette journée. On connaît son talent. On sait à quel point il a captivé ce matin, d'ailleurs, des jeunes qui étaient là, des étudiants, avec le professeur Daniel Benchimol. Et puis, je veux remercier le professeur Darcourt, le professeur Robert, qui sont, pour le président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire que je suis, des partenaires à la fois exceptionnels et puis qui permettent à Nice aujourd'hui d'être reconnu comme un centre de référence national dans le domaine de la lutte contre Alzheimer, que ce soit dans le domaine de la recherche, dans le domaine scientifique et puis dans le domaine de la lutte tout simplement. Alors, cher Michel Simès, merci d'avoir créé cet enthousiasme, cette journée. Elle était importante. Pourquoi? D'abord, il y a beaucoup de monde et je sais qu'on a refusé des gens à l'entrée. Parce qu'aujourd'hui, il se passe deux phénomènes. D'abord, chacun cherche, comprend, essaie de comprendre. Et donc, il y a ici un partage de la connaissance que vous portez à chacun. Je pense que beaucoup de ceux qui sont là tireront des enseignements, même personnels, sur la méditation, sur le sport, sur beaucoup de choses notamment. Il y a aussi cette exigence de solidarité intergénérationnelle. On a fait ensemble ce défilé cet après-midi et je salue aux côtés de Daniel, ma conseillère municipale en charge des services à la personne, Pascal Ferralis, qui se dévoue beaucoup, et faire prendre conscience aux plus jeunes qu'on a une responsabilité vis-à-vis des plus anciens. Dans un monde qui est extrêmement égoïste, individualiste, vous le savez, on se dit, allez, on essaie de larguer tout ce qu'il peut y avoir d'encombrant à un moment dans la famille. On doit changer de société. On doit changer la réflexion de chacun. Et puis nous, on a une part de responsabilité. L'homme public ou l'homme politique se dit, j'ai des échéances, on sait qu'il y a une élection à telle date, etc. Sans toujours regarder l'évolution de la société par rapport à ce que ça va changer dans les comportements et dans les relations humaines. Et moi, on m'avait dit quelque chose, et c'est pour ça que Daniel Benchimol, qui a accepté d'être mon adjoint à la santé, est pour moi un homme extrêmement précieux, puisqu'il a fait partie de ceux qui m'ont alerté. Ils m'ont dit, tu sais, Christian, si on est élu, c'était dans 2008, pour avoir en charge la 5e ville de France, il faut qu'on sache que lorsque nous arriverons 6 ans plus tard au terme de notre mandat, nous aurons administré dans notre cité 20% de personnes de plus de 85 ans en plus par rapport à la date de notre élection. C'est comme si, quand on nous parle de la démographie scolaire, le maire ne tenait pas compte du fait que l'inspecteur d'académie ou le recteur lui dise « on a une évolution de la démographie scolaire qui fait, monsieur le maire, que vous devez livrer dans un an une école maternelle de plus, une école élémentaire de plus, un collège de plus, un lycée de plus. » Et donc, est-ce qu'on a le droit d'ignorer ça? Non, on n'a pas le droit de l'ignorer. Il y a un phénomène extraordinaire qui se passe dans notre société moderne, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, dans des proportions incroyables. Et à une vitesse sans doute plus rapide encore que ce qu'on imaginait il y a encore 5 ou 10 ans de cela, qui est due à beaucoup de facteurs que vous avez sans doute évoqués tout à l'heure, notamment la nutrition, les équilibres physiques, chacun se surveille beaucoup plus, beaucoup mieux des informations dont on dispose, y compris la gestion aujourd'hui, et on veut faire de Nice une ville de référence dans ce domaine, entre le développement durable, l'environnement et la santé. Et ce que nous bâtissons à Éco-Vallée
dans la plaine du Var, avec à la fois une université du développement durable et sa connexion avec la fac de médecine, mon cher Daniel, un centre de protonthérapie à côté, c'est connecter tout ça. On sait par exemple qu'en matière de cancérologie, ou sur le cancer du sein, c'est des choses qu'on a portées là aussi à ma connaissance, sur les 30 dernières années, il y a 220% d'augmentation de cancer du sein chez la femme. Il y a 300% d'augmentation du cancer de la prostate chez l'homme, avec un âge qui est plus bas. Chez l'homme, c'était en moyenne à 72 ans. Aujourd'hui, on considère qu'à partir de 57 ou 58 ans, ça a baissé. Pourquoi? Parce que les facteurs environnementaux ont évolué et que forcément, à force de balancer des produits phytosanitaires et des pesticides de partout, ça s'est infiltré dans les nappes phréatiques. Il faudra des années à devenir vertueux comme nous essayons de le faire, puisque nous ne mettons plus le moindre pesticide dans les espaces verts de la ville de Nice. Mais les espaces verts de la ville de Nice ne constituent que la moitié des espaces verts niçois. L'autre moitié, c'est les particuliers qui ont un bout de jardin et qui continuent à jeter du Roundup contre les herbes folles, etc., etc. Et quand je leur explique de venir à la maison de l'environnement pour venir chercher des larves de coccinelle, en leur disant vous arrêtez de balancer des produits, vous jetez des larves de coccinelle, elles s'occuperont de bouffer les parasites qu'il y a dans votre jardin, ça nous permettra de faire de Nice une ville exemplaire pour préserver nos nappes phréatiques. C'est simplement parce que nous savons qu'il y a un lien entre l'environnement et la santé publique. Et donc l'homme public et l'homme politique doivent se soucier de ça. Et puis il y a le vieillissement du cerveau qui est aujourd'hui, puisque c'est le thème de votre conférence, c'est le thème de votre conférence, qui doit être un facteur que vous les scientifiques, vous devez nous proposer des solutions pour que nous essayions de le ralentir. Vous en avez abordé quelques-unes. On a fait à Nice ce que nous appelons la citoyenneté des seniors, avec Jean-Michel Galli. Bon, qu'aujourd'hui je puisse proposer dans ma ville ce qui ne se pratique dans aucune autre ville de France, tous les matins, sur la colline du Château, au Square Kirchner, à Alsace-Lorraine, etc., les seniors en forme, avec les animateurs sportifs de la ville de Nice. Je pense que ce sont des choses qui contribuent, et lorsque je vois des personnes d'un âge très très avancé, qui sont en pleine forme et qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, eh bien je me dis que c'est une contribution qui n'est pas négligeable. Et puis il y a les structures nécessaires, parce qu'il y a les familles. Et il y a le problème familial et de solidarité familiale. Et nous sommes rentrés dans une période individualiste, égoïste, certes, mais où je vois aussi de plus en plus d'enfants qui, dans ce lien intergénérationnel, acceptent d'avoir le courage de prendre en charge leurs parents quand ils sont malheureusement touchés. Et pourquoi le font-ils? Ils le font parce que nous avons une faiblesse dans les services publics. Le centre hospitalier universitaire de Nice, les établissements de santé privés, malheureusement, n'ont pas toutes les structures pour pouvoir seconder les familles et accueillir. Et donc, c'est là qu'au-delà de la recherche scientifique que nous accompagnons, nous avons décidé d'aller à fond dans l'innovation, et notamment, bien sûr, la Fondation Pompidou, qui pour nous est un formidable partenaire, et l'exemple et la référence. À la fin de l'année, nous inaugurerons avec Bernadette Chirac, qui est la présidente de la Fondation Pompidou, le premier grand centre en France où seront liés dans le même établissement rue Molière à la fois la recherche, l'accueil de jour, le moyen séjour et le long séjour. Et donc l'accompagnement des familles, parce que quand des familles font cet effort à la place de la collectivité, on a le devoir aussi d'accompagner les familles. On a le devoir de se dire qu'il y a des enfants qui ont eux-mêmes leurs enfants, qui ont leurs responsabilités sociales, qui ont leurs responsabilités professionnelles, qui ont aussi peut-être besoin de temps en temps de partager un week-end, et que la notion de crèche pour les enfants devient de plus en plus aussi une notion où il devient normal que dans des centres multi-accueils tels que nous les concevons à l'avenue Vitone à Nice, qui sera
en boucle avec le centre Pompidou, il est au même endroit, à la fois pour accueillir les enfants et pour accueillir les anciens. Aujourd'hui, de plus en plus, je le dis, nous rentrons dans une société où les enfants sont appelés à devenir les parents des parents. Et où demain, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les enfants deviendront même les parents des grands-parents. Et c'est une réalité incontournable. Donc nous avons à la fois à casser ces égoïsmes, à créer ces liens intergénérationnels, mais aussi pour la collectivité à assumer notre part de responsabilité pour accompagner les familles, en même temps que nous devons accompagner, les professeurs, ceux qui, comme le professeur Robert, le professeur Darcourt et tant d'autres, ont mis l'énergie de toute une vie professionnelle, d'expérience, pour essayer de nous faire des progrès, de telle sorte que nous puissions nourrir la plus belle espérance qui soit pour nos anciens, c'est de vivre en forme le plus âgée possible, grâce à cette espérance de vie. Eh bien, du fond du cœur, merci d'être ce que vous êtes. Et sachez qu'avec les miens, on assumera toute notre responsabilité pour vous accompagner. Merci en tout cas d'avoir su rassembler tous ces Niçois, tous ceux qui, venus de l'extérieur, aujourd'hui, ont voulu partager ce moment si fort que vous leur avez offert. Merci beaucoup. Merci, monsieur Estrosi. Hop là. Alors, on va maintenant répondre à vos questions sur le vieillissement du sermon. On va allumer la salle parce que là, je vois rien. Il y a Qu'est-ce qu'on a fait tous ces enfants? Qui va les donner à manger à tous ces enfants qu'on fait? Je ne suis pas sûr, monsieur, que ce soit le thème de la conférence de ce soir, bien que ce soit un moment important, et nous ne sommes pas dans un débat politique, comme vous l'avez remarqué. Alors, nous avons des hôtesses. Nous avons des hôtesses un petit peu partout. Alors, vous levez la main. Il y a une dame là-bas à votre droite, mademoiselle, là-bas, je crois. Voilà, vous passez le micro. On va essayer d'aller assez vite. Alors, ce que je vous demande, pas de consultation, s'il vous plaît. Non, parce que c'est facile, on a des spécialistes derrière, et il est bien évident qu'on ne fait pas de consultation aujourd'hui. On va répondre à des questions générales sur le cerveau, etc. Si je vous en supplie, pas de cas trop particuliers, du genre j'ai ma mère, mon père, machin, etc., parce qu'on ne s'en sortira pas. Madame, attendez, il faut que le micro fonctionne. Est-ce qu'on peut... Les effets de ces médicaments sur la mémoire. Alors, question intéressante, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on parlait des neuromédiateurs, et qu'en général, ces antidépresseurs, tous ces médicaments agissent, bien évidemment, sur ces substances. Quel est l'effet sur la mémoire de ces antidépresseurs? Alors, merci pour cette question. Quand on est déprimé, eh bien, on a une baisse, on a un trouble de la mémoire. Et un traitement antidépresseur, un médicament, eh bien, va agir sur le moral, sur l'humeur, quand il fonctionne, et doit aussi améliorer la mémoire. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'effet secondaire à long terme de ces médicaments antidépresseurs sur la mémoire, et donc, contrairement à d'autres médicaments d'ailleurs. Autre question, on va essayer d'en prendre plusieurs et on va répondre assez vite. Qui a le micro, mesdemoiselles, les hôtesses, vous me faites signe quand quelqu'un a le micro, parce que si vous l'avez à la main, voilà, vous donnez les micros aux gens qui lèvent la main et puis vous me dites qui l'a. Ça nous fera gagner du temps. Madame. Que pensez-vous de l'expérience faite à Montpellier de cette maison de retraite, peut-être, où l'on a supprimé les médicaments et que l'on a remplacés par des exercices de mémoire? Alors, je crois que, merci de signaler ça, dans beaucoup d'endroits en France, il y a une tentative d'essayer de mettre en avant tout ce qu'on appelle les prises en charge non médicamenteuses. Et on peut faire des exercices de mémoire, on peut faire de l'activité physique, on peut stimuler la concentration et l'attention. Et donc ça permet
ça permet effectivement, vous avez raison, de réduire l'utilisation des médicaments. Seulement, si je suis dans cette maison de retraite et que j'ai un problème cardiaque, eh bien, je garderai malgré tout ce traitement. On va peut-être, parce que je vois que des gens sont gênés par les projecteurs, là, apparemment. Voilà, si vous pouvez baisser la lumière là-bas, je vais me débrouiller, c'est pas grave, du moment que vous êtes bien. Hein, voilà. Alors, les hôtesses, vous me faites des grands signes parce que... Là-bas, je vois des grands signes. Oui. Oui, madame, on vous écoute. Oui, je voulais savoir si la maladie d'Alzheimer touchait plus les femmes que les hommes. Alors, Jacques, non. Seulement, les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Et donc, eh bien, il va y avoir... Statistiquement, comme l'espérance de vie chez les femmes est plus importante, il y aura plus... Mais il n'y a pas de fragilité particulière, de susceptibilité du cerveau à faire un Alzheimer dans le sexe plutôt que dans l'autre. Non. Bon, vous voilà rassuré. Oui. On sait qu'au cours des 30 dernières années, en France, on dort en moyenne 1 heure de moins par jour. Est-ce qu'il y a un lien direct avec la dégénérescence et les maladies d'Alzheimer? Puisque finalement, le fait de perdre 1 heure de sommeil comme ça depuis quelques décennies a des répercussions ou pas? Alors, docteur, vous qui avez fait une grande conférence à Bordeaux sur le sommeil, vous avez rencontré des spécialistes. Oui, alors vous m'avez demandé de ne pas retenir des choses inutiles. Je vais vous dire, si je dois mémoriser toutes mes émissions, ça fait 15 ans, je pense que je ne saurais plus comment je m'appelle. Mais celle-là, c'est la mémoire récente. Hein. Ouais. Bon. C'est pas très récent, c'était au mois de mai. Ouais. Bon, allez, on va arrêter. Bon, ben, je vais répondre à la question. Mais moi, je ne fais pas mes courses avec un petit papier, moi. Vous voyez? Non, eh bien, il n'y a pas, je crois, enfin, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais de données épidémiologiques qui permettent, enfin épidémiologiques, c'est-à-dire d'études sur la population qui permettent de faire ce lien direct. D'accord. Et si on dort plus, c'est mieux? Là, c'est une question différente. C'est si on dort plus. Oui, c'est pour ça que je vous en pose une deuxième, parce qu'elle est différente, sinon je vous reposerai la même. Ça dépend si c'est vous ou si c'est moi. Non, ben, si c'est quelqu'un d'autre. Parlons de vous. Je veux dire que pour un individu donné, il y a un nombre d'heures qui est intéressant, important, et à un âge donné. Et suffisant. Voilà. Ouais. Et donc, si cet individu dort plus à un moment donné, peut-être ça lui sera profitable pour récupérer. Mais pas pour les neurones, voilà. Pas pour éviter une maladie neurodégénérative. Qui a le micro? Madame. Est-ce que certains aliments, certaines plantes, certains minéraux peuvent améliorer la mémoire et ralentir le vieillissement du cerveau, notamment? Oui, là, je crois que c'est parmi ce que vous disiez. On a vu les oméga 3 tout à l'heure. C'est très important. L'alimentation est un facteur qui, dans cette étude multidomaine que j'évoquais, est mise en place. À Nice, on organise avec la ville justement des ateliers mémoire. C'est pour les seniors qui n'ont pas du tout la maladie d'Alzheimer. Et dans ces ateliers, bien sûr, il y a une stimulation de la mémoire, mais il y a aussi une information, je pense, sur la façon de bien s'alimenter. Et donc là, c'est quelque chose de fondamental, très important. On n'a pas parlé tout à l'heure de ce terme de fragilité, mais la fragilité du cerveau, elle vient aussi parce qu'on mange trop mal ou pas assez. Vous m'inquiétez parce qu'on en a parlé de la fragilité tout à l'heure. Oui, mais on n'a pas dit ce qu'il y avait dedans. Vous vous en souvenez pas surtout. Le phosphore qu'on nous donnait quand on était étudiant, c'est un intérêt ou pas? Ouais, moi je me rappelle de l'huile de foie de plaquettes, morue là, que me donnait ma maman. L'huile de foie de morue que me donnait ma maman. Je crois qu'elle avait un peu de raison. Non, mais l'huile de foie de morue, c'était pour le digestif, non? Moi, elle m'a toujours dit que c'était pour la tête. Non, c'était pour la tête, l'huile de foie de morue. On m'a toujours fait croire que c'était pour le digestif, dites-moi. C'est pour ça que ça ne me faisait pas d'effet, finalement. Moi, je crois. Vous avez 2 minutes, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes de constipation et qui a envie de parler de lui, en fait. Non, mais elle est très, très non, mais importante, votre question. question. Le phosphore, en fait. Mais le phosphore, c'est très bien, mais je peux prendre des petites pilules de phosphore, je peux prendre des petites pilules de vitamine C, seulement si je prends une orange ou quelque chose dans lequel il y a du phosphore, eh bien, je m'alimente encore mieux sans prendre ce type de produit. Qui a le micro? Oui, bonsoir. Oui, madame. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, c'est bon,
Rapprochez le micro. Bonsoir. Je voulais vous demander, dans le cadre de la perte de sommeil, si on peut récupérer dans la journée. Alors, oui, tout à fait. Mais là aussi, hein, madame, c'est individuel. Est-ce que la sieste est bonne? Oui, la sieste est bonne. Il faut la voir. Hein. Il y a quelqu'un qui a répondu et qui était très bien éduqué. C'est des siestes relativement courtes. Ce qui compte quand on est vraiment trop fatigué, hein, je vous rappelle ce qui a été dit à Bordeaux, c'est qu'il y a différents cycles dans le sommeil. Hein. Il y a le sommeil lent et puis ce qu'on appelle un sommeil paradoxal. Et c'est celui-là qu'il faut récupérer. Et alors, il y a des gens qui sont hyper actifs, et certains de ces gens sont hyper actifs, ils ont la chance d'avoir un sommeil très très court. C'est pas parce qu'ils peuvent arriver à faire ces périodes de sommeil paradoxal très rapidement. Et donc, madame, voilà, si à un quart d'heure, c'est l'idéal. Moi, j'ai cette chance. J'ai envie de vous parler de moi, alors. Moi. Quel âge avez-vous? Moi, je fais des micro-siestes. Je vais vous dire ce que je fais. Je regarde, je suis un peu crevé après l'émission, machin, je vais dans ma loge, je m'allonge, je regarde l'heure, ça imprime mon cerveau, je m'endors, je dois être en phase de sommeil paradoxal tout de suite, 5 minutes après, je me réveille, systématiquement. Et peut-être que le fait de regarder sa montre vous aidera à faire des siestes courtes. Il ne faut pas dormir 1 heure ou 2, parce que vous vous levez, Ok, d'accord, merci vous êtes beaucoup. cassé. Ok, merci. Qui a le micro? Là-bas, oui. Si on le Jeune homme, savait... il faudrait apprendre à vulgariser vos questions. Vous voyez? Non, parce que la maintenance du cerveau sur les ciseaux qui coupent au mauvais endroit, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Alors s'il faut en plus qu'on explique vos questions avant d'y répondre... Au contraire, c'est très bien dit. C'est vrai c'est très bien dit, d'accord, ok. Ouais. Je vous propose... ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tous les deux pour dîner. Et nous, on ne comprend rien, mais c'est pas grave. Vous nous expliquez sa question? Oui. Non, c'est parce que cette protéine qui est coupée au mauvais endroit, c'est justement une protéine normalement qu'on appelle de maintenance des neurones, mais qui là, effectivement, il y a une défaillance dans ce qu'on peut effectivement imaginer comme une maintenance, qui fait qu'elle s'accumule et qu'elle crée des plaques et qu'il y a cet enchaînement de phénomènes qui aboutit à la maladie d'Alzheimer. Mais le problème, c'est que justement, les chercheurs ne savent pas, pour l'instant en tout cas, de manière suffisamment précise, pourquoi, arrivé à un certain moment dans la vie, eh bien, cette coupure se fait au mauvais endroit au lieu de se faire à l'endroit physiologique. Et c'est tout l'enjeu des recherches fondamentales dans ce domaine. Autre question plus simple? Madame. Respect, messieurs. Y aurait-il interaction entre les fonctions du cœur et celles du cerveau, dans un premier temps? Et est-ce que le cerveau fatigue? Fatigue dans la journée, par exemple? Non, dans ce qu'on lui impose comme travail, ce que vous avez donné comme exemple tout à l'heure, faire travailler la mémoire. Y a-t-il saturation? Y a-t-il dosage? Vous vous souvenez de la première question? Relation cerveau-cœur. Oui, ben oui, hein. Parce que quand on parle souvent de maladie d'Alzheimer, c'est ce qui fait peur aux gens, mais il y a d'autres pathologies qui ont les mêmes conséquences et qui sont le direct effet sur le cerveau des pathologies cardiovasculaires. Hein. Athérosclérose, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, diabète, tout ça, ça a des conséquences sur nos vaisseaux, au niveau de notre cœur, mais aussi des petits vaisseaux de notre cerveau. Et quand les petits vaisseaux de notre cerveau sont altérés, on va avoir des troubles de la mémoire. Donc il y a une conséquence qui est tout à fait directe. Et maintenant, alors est-ce que le cerveau se fatigue? Là, je peux vous dire que oui, et j'en suis un exemple parfait. Vous êtes fatigué, là, vous voulez Après partir? 1 heure avec vous, oui. 1 heure et demie. Et encore, j'ai été calme. Hein. J'ai été calme. Oui, il y a quelqu'un qui fait... il y a un sémaphore là-bas. Oui. Mademoiselle. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très très heureux qu'il y ait autant de jeunes ici. Et il n'y a pas que des étudiants en médecine, parce que ça prouve que le cerveau, ça concerne tout le monde, le vieillissement du cerveau, et pas que les plus de 70 ou 80 ans. Mademoiselle.
Mais on peut mettre le micro on? Non, mais il y en a une là. Mademoiselle, là-bas, d'abord. Mais il y a une demoiselle à quel micro, là? Mais vous m'allumez le micro de la demoiselle, s'il vous plaît? Allez-y, mademoiselle, criez, je transmettrai. Vous Si, il marche. Ouais. Il marche. Bon, déjà, merci pour mademoiselle. Je vous en prie. Je voudrais poser une question assez importante parce qu'on sait déjà les dégâts que l'alcool peut faire sur le cerveau. Mais là, je vais parler pour beaucoup de personnes, j'en suis sûre. Quel est le rôle de la cigarette? Sur le cerveau. Oui. Alors, le rôle de la cigarette, il y a les récepteurs à la nicotine, on ne va peut-être pas en parler. En revanche, le rôle de la cigarette sur le cerveau est aussi lié au rôle de la cigarette sur la circulation. Et vous savez que ça entraîne, ça augmente l'athérosclérose, ça augmente tout un tas d'encrassements, si vous voulez, des artères, et donc ça diminue le flux sanguin au cerveau. D'autres Non, moi je crois que vous avez bien résumé, hein, c'est indirectement que ça a un rôle important et malheureusement néfaste sur les artères. Oui. Là. Alors, je traduis. Un ictus amnésique, c'est quand quelqu'un fait un petit accident vasculaire, qui est en général le spasme d'une artère dans le cerveau, qu'il oublie ce qu'il vient de dire et qui recommence la même chose. Vous imaginez ce que ça peut donner quand Fidel Castro faisait ses discours de 7 heures? Il aurait pu recommencer à les faire intégralement, ne sachant pas qu'il venait de le faire. Et c'est arrivé, il y a eu des cas de profs comme ça qui ont fait un cours, qui ont eu un ictus amnésique et qui ont refait le même cours, ce qui a un peu intrigué et inquiété et qui a fait venir les médecins. Oui, ben justement, vous avez donné déjà l'explication, c'est que les mécanismes étant assez différents, même tout à fait différents, puisqu'ils sont d'origine d'un spasme vasculaire et non pas d'un processus dégénératif dont on a longuement parlé précédemment. À ma connaissance, il n'y a pas réellement de lien. Les conséquences peuvent être similaires, en tout cas ponctuellement, hein, puisque l'ictus amnésique, comme son nom l'indique, entraîne des troubles à mémoire, mais très limités dans le temps. Ils ont donc une conséquence mnésique, mais l'origine est très différente et il n'y a pas de lien entre ces deux types de pathologies, à ma connaissance. Autre question? Oui, mademoiselle. Qui a le micro? Là-bas, à droite. Debout, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. À quel âge on peut avoir la maladie d'Alzheimer et combien de temps on vit avec elle? Alors, à quel âge on peut avoir, on évoquait tout à l'heure, il y a des gens qui malheureusement, mais c'est des formes rares, ça peut commencer à 40 ans. Dans la majorité des cas, il faut dire qu'il y a une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de personnes qui ont cette maladie, à partir de 65 ans. Si vous regardez toutes les statistiques, mais il faut aussi faire attention aux statistiques, c'est qu'on dit que la durée moyenne de vie à partir d'un diagnostic est entre 5 et 7 ans. Voilà. On ne meurt pas d'Alzheimer, on meurt d'un ensemble de choses qui vont avec. Quelqu'un ici, là? Oui, madame, levez-vous. Vu leur hyperactivité, les hommes politiques il est parti, n'ont pas le temps de méditer. Vous fatiguez pas. Les hommes politiques, vu leur hyperactivité, n'ont pas le temps de méditer. Et j'aimerais savoir si chez eux, le vieillissement cérébral est plus rapide. Je crois qu'il a bien fait de partir, en fait. Daniel, tu vois. Faut demander au professeur Benchimol, il fait de la politique aussi. Autre question, madame? Alors moi j'ai hésité à poser ma question parce que je suis blonde. Je plaisantais. Non mais je sais. Vous n'êtes pas niçoise? Si. Ah, au plus. Ah, voilà. Non, moi je vous adore, Michel. Déjà, mais moi aussi, j'aimerais vous faire une bise tout à l'heure. Ah, j'espère. Donc moi je voulais savoir en gros quels sont les médicaments qu'il faut éviter. Pour le vieillissement du cerveau ou pour la mémoire? Je sais qu'il y a les antidépresseurs apparemment. Alors, je dirais que pas pour avoir la maladie d'Alzheimer, on laisse de côté, mais ce qu'il faut éviter ou utiliser vraiment à petite dose, c'est tout ce qu'on appelle les benzodiazépines. Alors c'est un terme barbare, mais qui regroupe tous ces médicaments qui s'appellent le Temesta, le Seresta, le Noctran. Et vous savez qu'en France, on est encore parmi les champions d'Europe ou du monde d'utilisation de ce type de médicaments.
Et ça, c'est des médicaments qui, utilisés d'une manière naturelle, eh bien, vont ne rien provoquer. Et puis, si on les utilise pendant trop longtemps, eh bien, ça aide à cette diminution de la mémoire immédiate. Parmi les antidépresseurs, il y a juste une classe d'antidépresseurs qu'il faut éviter, mais les autres, il n'y a pas d'effet. Oh, c'est des vieux antidépresseurs qui s'appellent les antidépresseurs tricycliques. Voilà, c'est marqué. Si vous voulez avoir toutes les informations là-dessus, il y a un site qui est très bien fait, mais qui est très compliqué. C'est le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Vous avez intérêt à faire des études avant, effectivement. Il y a un site beaucoup plus simple, c'est le nôtre, allodocteur.fr. Alors, oui, qui est-ce qui a le micro là? Madame. Mettez le micro bien près de la bouche, madame. Je voulais savoir s'il y a une différence entre la démence sénile et Alzheimer, ou bien c'est le mot qui recouvre la démence sénile. Alors oui, le terme de démence sénile, c'est un ancien terme. Je raconte l'histoire différemment. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui a un stade démentiel, c'est-à-dire où le sujet a une perte de son autonomie et dans les activités de vie quotidienne. Et puis il y a un stade avant, où il a seulement des troubles de la mémoire. Donc on a deux grandes parties. Et alors avant, on parlait que de démence pour dire que c'était quelqu'un qui avait perdu son autonomie. Et on rajoute à ça sénile. Le terme de sénile, moi, je ne suis pas très fort en grammaire, mais je crois que ça veut dire quelque chose qui est très, très vieux, très ancien. Et c'est une aberration d'accoler forcément les deux, parce que, par exemple, cette personne qui a une maladie d'Alzheimer à 50 ans, eh ben, elle n'a pas une démence sénile. Ici. Y a-t-il un rapprochement, une corrélation entre la maladie d'Alzheimer et la psychose maniaco-dépressive, dite maintenant, je crois, syndrome bipolaire, maladie bipolaire? Ouais. Alors, est-ce que la dame demande s'il y a une relation entre la maladie d'Alzheimer et une maladie psychiatrique qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive, avec des excès de manie où les gens se sentent champions du monde, des excès des crises de dépression, et c'est aussi ce qu'on appelle la maladie bipolaire. C'est un sujet qui est vraiment très d'actualité. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a une relation directe et que c'est vraiment des pathologies différentes. La seule chose qu'on sait un petit peu, c'est que les gens qui ont fait des antécédents de dépression, alors qu'ils étaient, ce qu'on dit, adultes jeunes, ont peut-être plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Mais c'est juste des données épidémiologiques, on ne connaît pas le mécanisme. Oui. Alors, les apnées du sommeil, ce sont donc des moments où on arrête de respirer. En général, c'est dû à un ronflement. C'est-à-dire qu'on ronfle, on ronfle, on ronfle pour des raisons biochimiques dans le sang. Le cerveau nous ordonne d'arrêter de respirer. Heureusement, il y a un système de sécurité qui nous ordonne de reprendre sa respiration. Et il y a des gens qui font des apnées qui, mises bout à bout, représentent de très nombreuses minutes dans une nuit. Est-ce qu'on fusille un peu son cerveau? On reçoit beaucoup de personnes qui ont des apnées du sommeil et qui ont aussi des troubles de la mémoire. Et c'est vrai qu'il y a une relation entre les deux. Seulement, c'est vrai que l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Il y a des choses très efficaces. Et à ce moment-là, il y a une régression de ces troubles de la mémoire. Et qu'on peut traiter, et qu'il faut traiter parce que ça peut entraîner des troubles cardiovasculaires presque plus sérieux que les troubles de la mémoire. Autre, qui a le micro? Qui, vous? Levez-vous, madame, je ne peux pas vous voir. Oui. Qui avait arrêté les médicaments. Et quelle est votre question, madame? Pas facile de répondre. Ouais.
Alors c'est vrai que ce n'est pas facile de répondre, mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir une perspective de qu'est-ce qui existait avant qu'il y ait ces médicaments. Hein, c'était aussi très, très difficile. Ces médicaments, ils ont des aspects très positifs, et vous avez raison madame, ils ont aussi des aspects très négatifs. Et moi, j'évite de porter un jugement général, hein, et je pense qu'il est très important de voir pour chaque personne, s'il est possible, de diminuer le plus possible tel ou tel traitement. On va prendre une dernière question parce que M. Robert doit nous quitter. Je ne sais pas, vous avez autre chose dans la... Alors, on est la journée mondiale d'Alzheimer, ouais. Et puis il y a une exposition hein, qui s'ouvre là maintenant. Voilà. Alors, donc on va prendre une dernière question. Je lui ai promis qu'on le libérait à 8h, il est 8h15, 20h15. C'est gentil, mademoiselle. Bonsoir. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez rappeler le rôle des acteurs paramédicaux, notamment l'orthophoniste, dans la prise en charge des patients Alzheimer? Alors, les acteurs paramédicaux sont des éléments essentiels de la prise en charge. Que ce soit les orthophonistes, les psychologues, hein, les infirmières, les aides-soignantes, hein, les aides à domicile, cet ensemble-là, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de prise en charge de la maladie. On ne peut pas guérir, mais on peut aider. Alors maintenant, je reviens aux orthophonistes. Les orthophonistes sont des personnes très importantes. Pourquoi ? Parce que, à la fois, elles peuvent contribuer au diagnostic et aussi elles peuvent contribuer à une rééducation. Merci. Je voudrais vous dire deux choses. D'abord, remercier très sincèrement la ville de Nice de nous avoir reçus dans cette magnifique salle et d'avoir fait toute cette promotion qui vous a permis de savoir qu'il y aurait cette conférence ce soir. Je voudrais remercier donc Monsieur le maire Estrosi, Monsieur Estrosi, le maire de Nice, professeur Benchimol qui était là. Je ne sais pas, il est là, il est quelque part par là. Je voulais remercier aussi deux demoiselles qui nous ont beaucoup aidés, Julie Tartois et Johanna Philippe de la mairie qui ont vraiment fait beaucoup pour nous aider à préparer ça. Bien sûr, la Mutuelle Générale, notre partenaire, Adapt Service qui participe aussi à ces conférences et toute l'équipe de JFD grâce à laquelle vous avez pu faire tout ça. Je voudrais juste vous citer Pierre Dac pour finir. Pierre Dac, il disait « Si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. » Merci beaucoup. Merci à vous.